Bubbles présente, Projet Flèche Antique, chapitre 5, Contact initial 2. Comme c'est ma nature d'être septuple, mon corps comprend 7 univers. Dans chacun d'entre eux, une espèce d'un gabarit d'ADN particulier est projetée puis est nourrie par l'intelligence de la source pour explorer son univers matériel. Chacune de ces espèces est envoyée en avant à partir de la race centrale dans l'univers qui a été créé pour dévoiler son potentiel et sa vision de semence. Votre espèce convergera avec 6 autres espèces dans un avenir éloigné qui réunira mon corps comme l'extension vivante de la création connue. Tandis que cela peut sembler tellement éloigné que cela n'a aucune pertinence dans votre époque, il est essentiel pour vous de comprendre la portée de votre but. Vous pouvez penser à ces 7 espèces comme aux membres de mon corps rassemblés pour nous permettre une fonctionnalité totale dans le grand univers. C'est mon but et donc le vôtre également. Très peu de personnes dans le monde mystérieux de 15 le mettaient mal à l'aise, mais Darius M.C. Gavin était l'un d'entre eux. M.C. Gavin était le directeur du laboratoire des projets spéciaux de la NSA. Apparemment, M.C. Gavin se déguisait en surveillant de 15 parce que la CIO avait été établie en tant que département non reconnu du laboratoire des projets spéciaux quand l'activité d'OVNI était devenue un impératif à la fin des années 40. Techniquement, 15 faisait rapport à M.C. Gavin. La ruse de 15 et son intellect étaient si raffinés que M.C. Gavin était complètement inconscient de la portée réelle de la CIO, de sa vraie mission et de ses vrais objectifs, ou de l'existence du groupe du labyrinthe et de son TTP avec les Cortéum. C'était vraiment des opérations de camouflage magistrales compte tenu de la paranoïa et des prouesses technologiques de la NSA. Mais ce qui dérangeait vraiment 15, c'était que M.C. Gavin fasse une visite rapide et imprévue, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, on avait un sérieux problème sous les pieds. Très souvent ces problèmes étaient des rumeurs à propos des initiatives clandestines de la CIO avec le complexe militaro-industriel, ou le secteur privé des associés de l'industrie. 15 trouvait cette courte visite suprêmement irritante. M.C. Gavin était arrogant et magnifiquement mal informé, une combinaison que 15 pouvait tolérer seulement à petite dose. Il avait déjà organisé une série de réunions urgentes autour de sa réunion obligatoire avec M.C. Gavin. S'il avait de la chance, M.C. Gavin serait sur le chemin du retour vers la Virginie dans simplement 30 minutes. C'était 11 heures quand le coup frappé à sa porte lui a rappelé de paraître moins cher et de sourire comme un invité dans une fête. Ses spasmes du dos l'attaquaient plus que d'habitude, mais il n'utilisait jamais les analgésiques ni n'importe quelle sorte d'aide médicale. Il marcha l'amble jusqu'à la porte avec sa canne blanche, répétant son sourire une dernière fois. « Darius, comme cela me fait plaisir de vous voir. » « C'est bon de vous voir aussi. » répondit M.C. Gavin. « Qu'est-ce qui se passe avec la canne? Vous n'allez pas me dire que vous devenez vieux, n'est-ce pas? » Il pouffa de rire en marchant vers 15 pour s'asseoir à la petite table à côté du bureau. M.C. Gavin posa sa serviette et se rassembla dans la chaise qui l'attendait, élevant les mains au-dessus de sa tête chauve comme s'il y restait quelques cheveux fantômes. J'ai eu juste quelques spasmes dorsaux les quelques semaines passées. La canne, eh bien, c'est juste pour attirer la sympathie. Il sourit poliment, juste comme il venait de s'y entraîner. M.C. Gavin était une rare combinaison de génie technique et de sagacité politique. En terminant ses études à l'Académie de l'armée de l'air en 1975, premier de sa classe, il continua à Mi, obtenant un diplôme avec un certificat de construction mécanique et ajoutant ensuite un certificat avancé en physique quantique à Yale. Il était l'étudiant parfait, béni de la capacité d'étudier les tendances du professeur et de les refléter comme un miroir nouvellement poli.
La NSA le recruta quand il avait seulement 23 ans et lui ouvrit une carrière dans le SPL. En à peine 11 ans, il en devint le directeur. 15 était déjà directeur de la CIO depuis 18 ans quand MC Gavin prit les rênes du SPL. 15 pouvait à peine supporter la blague d'être un subalterne du jeune Indolent, comme il appelait souvent MC Gavin dans le groupe du labyrinthe. Dites-moi donc la nature de votre visite, entonna 15 en se mettant à l'aise dans sa chaise. Sa voix résonna avec une confiance si absolue que MC Gavin changea immédiatement de position dans sa chaise comme un écolier appelé dans le bureau du principal. En réalité, j'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre ce qu'est cela. MC Gavin ouvrit une petite fiole de verre, qui contenait un petit dispositif électronique de la taille et de la forme générale d'un dé à coudre. 15 le reconnut immédiatement comme une des technologies de commutateur de téléphone de la CIO qu'il employait pour l'installation de leur barrière d'écoute. 15 mit ses verres à double foyer, prit le dispositif dans sa main et l'examina de près. Ça me semble être un commutateur de fil. Je pourrais demander à un de nos agents en électronique de faire un scanner interne. Deux choses curieuses sont arrivées cette semaine qui ne s'additionnent pas. Le visage de MC Gavin prit un aspect sérieux et sa voix tomba vers le chuchotement. D'abord, un professeur de l'Université du Nouveau-Mexique a affirmé dans une attestation qu'il avait été intimidé par la NSA qui le sommait de leur retourner un artefact peu commun découvert il y a seulement quelques jours par des étudiants qui marchaient à pied. Deuxièmement, nous avons la preuve que 2 missions de la CIO ont été lancées sur le Nouveau-Mexique, à seulement quelques milles du point de découverte de cet artefact, dans les 4 derniers jours. Dont une pas plus tard qu'hier. MC Gavin fit une pause, prenant modèle sur le langage du corps de 15, cherchant n'importe quel indice pour broder son analyse. 15 resta immobile à tous égards, attendant que MC Gavin continue son histoire. Et ensuite ce matin nos agents, lors d'une tentative pour corroborer les affirmations de ce professeur, ont passé au peigne fin sa maison et son bureau. Nous avons trouvé 7 de ces dispositifs. Ils semblent identiques à nos propres dispositifs de surveillance, mais ils sont plus sophistiqués, selon nos agents en électronique. Et vous avez pensé que la coïncidence d'une mission de la CIO au Nouveau-Mexique avec l'attestation jurée par ce professeur était irréconciliable. Exact. 15 avait une expression à faire de la peine sur son visage. MC Gavin hocha de la tête. Alors, dites-moi juste ce qui se passe. Putain, vous savez bien que vous devez m'annoncer vos activités ou je suis forcé de supposer que vous êtes un filou. Vous connaissez le protocole dans ces circonstances. Aussi dites-moi directement ce qui se passe, merde. 15 se poussa en arrière dans sa chaise et se leva maladroitement. Avec la canne à la main, il farfouilla sur son bureau et prit un grand dossier de fichiers. Il le fit tomber lourdement sur la table devant MC Gavin. Voici tout ce que je sais. MC Gavin ouvrit le fichier et commença à parcourir plusieurs documents. Vous ne pouvez pas l'Explorer. Nous ne pouvons rien obtenir de cette foutue chose. C'est une technologie scellée. Si serré que ça nous rend complètement perplexes. Nous avons envoyé 2 équipes scientifiques sur le secteur général espérant trouver quelque chose d'autre. Et rien jusqu'ici, répondit 15. Les yeux de MC Gavin retournèrent au document du fichier. Pourquoi n'avez-vous pas annoncé cela? Il n'y avait rien de remarquable à annoncer. Nous n'en sommes qu'à 4 jours d'enquête. 4 jours sont une longue période de temps, mon ami. Dans cette affaire, cela peut être une durée de vie. MC Gavin posa le fichier.
Ses doigts remuaient nerveusement avec l'étiquette en plastique qui disait « Fléché antique ». Donc vous avez un artefact alien, un nom de projet, vous avez mis ce professeur dans une grande panique, vous mettez sur écoute son bureau et sa maison, mais vous ne pensez pas que vous avez quelque chose de remarquable à partager avec moi. 15 écouta attentivement. Il rétablit l'air intéressé sur son visage et se recueillit péniblement dans sa chaise. Je sais que vous préféreriez plus de communication instantanée, mais nous n'avons rien à annoncer. Vous avez une foutue technologie alien. Maintenant je ne suis pas l'expert que vous êtes dans ces technologies, mais si vous ne pouvez pas explorer cette chose, alors c'est sacrément sophistiqué. Pour tout ce que vous savez, c'est une arme ou une investigation de quelque sorte. Le protocole de fonctionnement déclare que n'importe quelle preuve d'une technologie alien doit immédiatement être communiquée au SPL. Vous savez cela aussi clairement que moi. MC Gavin baissa la voix. Vous savez que je dois diligenter une enquête. C'est sans l'opération de camouflage. Je ne veux pas gaspiller mon temps et mon énergie à examiner le laboratoire le plus productif dans le consortium de la NSA. C'est un foutu gaspillage. Mais je n'ai pas le choix. Je comprends complètement, dit 15, bien que ce ne soit pas facile, nous coopérerons à chaque fois que nous le pouvons. Vous pouvez commencer en faisant entrer Evans en contact avec Denise Shorter et on s'arrangera pour assigner un agent fantôme au projet Flèche Antique. Nous tiendrons les boucles de communication ouvertes si nous sommes impliqués dans le projet. Bien sûr. Il entrera en contact avec elle demain. Non, aujourd'hui. Je ne veux pas désormais de retard dans la communication. Evans est sur une affaire de terrain jusqu'à demain. Il est sans communication sécurisée. Alors faites arranger les choses par Jenkins, répondit MC Gavin. Je ne donne pas un clou qu'il appelle Shorter, faites-le faire immédiatement. Écoutez, je suis bien conscient de toutes les rumeurs entourant ce fief que vous avez construit. Je sais que vous aimez jouer à certains jeux et je sais que vous avez des alliés puissants. Mais ne me niquez pas. Communiquez simplement par les canaux standards. Si vous êtes trop occupé, alors Li Xing peut le faire pour vous. Je ne veux pas savoir qui exécute la communication. Je veux juste avoir la certitude que quand vous mettez un nom de projet sur un dossier de fichier, vous envoyez un double du fichier à mon bureau dans les minutes qui suivent. Pas les heures. Les minutes. Compris? Complètement. Et encore une chose. Un coup à propos de la porte, interrompit MC Gavin. Oui, dit la voix de 15. La porte s'ouvrit lentement et un homme poussa sa tête dans le bureau. Je vous fais mes excuses pour l'interruption, monsieur, mais votre rendez-vous suivant est ici. Dans quelle salle de conférence voulez-vous qu'il vous attende? Nous étions en train de finir, dit 15, utilisons la pièce Raylo. Merci, monsieur. La porte se ferma sans un son. Vous disiez? Rappela 15. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cet artefact? Nous ne savons pas s'il y a quelque chose de spécial à son sujet. Il peut s'avérer que cette chose soit vraiment une technologie scellée, ce qui serait une honte, mais néanmoins, si nous ne pouvons pas l'explorer, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, sinon le placer au stockage et attendre avant que nous ayons la technologie pour l'explorer. J'ai remarqué que vous n'aviez rien dans le fichier d'analyse de Hervé. Je suppose que vous ferez un Hervé? Oui, bien sûr. Je voudrais voir les bandes de replay quand vous les aurez. Bien sûr. MC Gavin fit des yeux le tour du spacieux bureau comme s'il était suranné. 15 savait qu'il était ennuyé par le fait qu'un autre rendez-vous avait été prévu si près du sien.
Je vous ferai frire le cul si je trouve quelque chose qui me semble seulement vaguement suspect dans ce projet. Vous pourriez penser que vous êtes bien au-delà de la portée de mes pouvoirs, mais je vous rappelle qu'il y a ma signature sur votre budget. Ne me niquez pas. Là-dessus, MC Gavin se leva et ouvrit sa serviette. Je suppose que je peux prendre cela avec moi. Il tenait le dossier de fichiers qui 15 lui avait donné à lire. Bien sûr. J'appellerai Shorter dans 30 minutes, dit MC Gavin. Je crois qu'elle aura parlé avec Jenkins à ce moment-là. MC Gavin ferma sa serviette, remit sa chaise dans sa précédente position et marcha jusqu'à la porte, escorté par 15. MC Gavin mit la main sur la poignée de la porte, arrêta brusquement de l'ouvrir et regarda directement dans les yeux de 15. Octavio, j'ai des doutes sur vos motifs et sur votre opération. Et ces doutes, ils me dérangent. Et quand je suis dérangé, je deviens paranoïde. Et cette paranoïa, cela me rend impitoyable. Qu'étiez-vous en train de dire ? Demanda 15 innocemment. Je peux faire de votre vie un enfer vivant si je ne peux pas avoir confiance en vous. Vous en savez maintenant autant que moi sur le projet Flèche Antique, répondit calmement 15. Nous ferons tous de notre mieux en vous tenant informés. Nous n'avons simplement pas pensé que nous avions quelque chose qui vaille la peine de vous déranger. Je vois maintenant que nous avons mal évalué. Ça n'arrivera pas de nouveau. Je vous l'assure. Priez pour que ça n'arrive pas. Ils se serrèrent la main et se souhaitèrent une bonne journée. 15 ferma la porte de son bureau. Il mit sa canne sur la table et s'assit dans la chaise que MC Gavin avait occupée quelques instants plus tôt. Il ferma les yeux. Son visage se détendit complètement. Ses mains allèrent sous la table et en retirèrent un petit objet noir. 15 se pencha tout près pour inspecter le dispositif et sourit lentement. Un coup frappé sur sa porte l'interrompit. Oui. Désolée de vous interrompre, mais j'étais curieuse de savoir comment votre réunion avec MC Gavin s'était passée. C'était Li Xing. Elle portait une jupe de laine rouge qui l'enveloppait jusqu'aux chevilles et une blouse de soie blanche sans manches. Ses cheveux noirs d'ébène étaient liés en arrière en une queue de cheval exotique et tenaient ensemble par un treillis de fils d'argent. 15 tenait le minuscule objet noir pour qu'elle le voie et sourit largement comme un chat du Cheshire. Elle s'assit sur le bord de la table à côté de 15, une étroite fente de sa jupe s'ouvrit et révéla ses jambes d'ivoire, parfaitement tournées autour. Si j'en juge par votre visage, ça ne s'est pas mal passé. Oui, répondit 15, mais c'est dommage qu'il n'ait pas confiance en nous. 15 prit sa canne et asséna un coup fatal au dispositif d'écoute électronique que MC Gavin avait abandonné. Un seulement cette fois. Un seulement, soupira 15. Vous pensiez qu'il avait abandonné ses efforts inutiles pour espionner mon bureau? Il veut juste vous rappeler qu'il observe et qu'il écoute, dit Li Xing. Vous connaissez la stratégie, plus vous êtes paranoïde, plus vous êtes enclin à commettre d'erreurs. Il veut se débarrasser de moi. Non, il veut se débarrasser de la CIO et de sa couverture séparée et indépendante. Il n'est pas dupe. Il sait que la seule manière pour qu'il saisisse jamais le contrôle de l'ordre du jour du SPL consiste en ce que la CIO soit intégrée dans son département. C'est vers ça qu'il se dirige. Tout ce qu'il fait est conçu pour l'amener plus près de ce but. Peut-être que s'il savait ce que nous avons vraiment fait, ses intérêts s'affaibliraient. Qu'entendez-vous ? L'idiot damné a ordonné une enquête, ostensiblement pour déterminer si nous avons été filous avec le projet Flèche Antique, mais je suis sûr que son ordre du jour réel est de fouiller dans nos technologies.
Ils ont trouvé la clôture d'écoute de niveau 5 qui entoure la maison de Steven et son bureau. Merde. Li Xing se leva et commença à marcher à pas mesurés. Ils soupçonnent que nous détenons les technologies à l'état pur et que nous leur envoyons des versions diluées. Cette enquête se concentrera là-dessus. Il en veut la preuve. Avec ça dans la main, il essayera de me faire partir. Dieu, quelle perte de temps, dit Li Xing. Il ne le sait pas. Bien, alors il n'est qu'un cul-muet après tout. Laissons-le faire son enquête, agent fantôme et toute autre chose qu'il exigera. Evans s'occupera de l'agent SPL et vous vous occuperez de tous les protocoles de communication. Lui avez-vous donné le fichier flèche antique que j'avais préparé? Bien sûr, répondit 15. Il a semblé satisfait, au moins partiellement. La plupart de cela est vrai de toute façon. Je n'ai pas eu beaucoup à l'altérer. Il veut les bandes de replay reliées à l'artefact de notre département Hervé. Soupira 15. Vous devrez faire en sorte que Branson y travaille immédiatement. Je voudrais approuver le scénario avant que nous ne fassions la bande. Compris. La voix de Li Xing semblait lointaine comme si elle pensait à une chose entièrement sans rapport à la question. Vous avez impliqué plutôt que vous vouliez qu'il sache ce que nous faisons vraiment par ici. Qu'avez-vous voulu dire? Donnons-lui la preuve que ce qu'il croit déjà est vrai. Il n'a pas d'indice à propos du labyrinthe ou des cortéums. Il aurait pu entendre quelques rumeurs éparses, mais rien de plus. Il croit que nous sommes déloyaux et que nous n'avons partagé aucune de nos technologies les meilleures. Vous voulez qu'Orman diminue certaines de nos technologies à l'état pur et les rende plus bénignes, comme nos barrières d'écoute. Oui. Pouvez-vous obtenir de lui une liste des technologies sans lesquelles il pense que nous pouvons vivre? Aucun problème. Je veux que MC Gavin sente la victoire. Alors il se détendra et il oubliera notre collectif en arrière. Autre chose? Stevens est instable, dit 15. Je pense qu'il a besoin d'une visite de rappel et d'un niveau 7 de barrière d'écoute. En ce qui concerne la restructuration mémorielle, le mal est déjà fait. S'il oublie soudainement, il pourrait seulement empirer notre situation en alarmant ses collègues qui savent déjà, pour ne pas mentionner MC Gavin. Non, laissons Morrison lui rendre une visite de rappel dès que possible. Jenkins peut réinstaller la barrière d'écoute. Bien. Li Xing s'assit à nouveau sur le bord de la table. Sa jupe s'ouvrit quand elle croisa ses jambes. La main de 15 se promena sur la jambe exposée et il sourit de ses yeux malveillants. Putain de MC Gavin. Le poing de 15 martela la table. Je ne peux pas être libre pour vous tout de suite, je me suis juste rappelé que je dois conférer avec Jenkins d'une question urgente. Il se leva brusquement et Li Xing comprit que son temps avec lui était fini. Elle l'embrassa sur la joue et chuchota quelque chose à son oreille. Les yeux de 15 se rétrécirent pendant qu'il écoutait attentivement. Li Xing finit alors que le visage de 15 tournait visiblement vers une nuance rougeâtre. Au cas où MC Gavin se serait débrouillé pour implanter plus d'un dispositif d'écoute, a dit Li Xing. Elle disparut avant que 15 puisse prononcer un mot de protestation. Et quand la porte se ferma, il dut lutter un moment pour se souvenir de l'extension de Jenkins. Astérisque 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 astérisque. Evans vit du coin de l'œil une encoche dans le mur du canyon. C'était petit, à seulement environ un demi-mètre de haut, mais c'était bien une ouverture dans le mur de la falaise. Il résista à la forte envie d'appeler ses collègues.
Au lieu de cela, il s'agenouilla et regarda dans l'obscurité de la fissure et d'une voix forte appela le nom de Neruda plusieurs fois. Il écouta de toute son attention et une voix faible lui revint, « Je suis ici. Je suis à l'intérieur. » Il y avait autre chose de plus, mais Evans ne put pas comprendre le reste. Il y avait une sensation d'urgence dans la voix qui était troublante. Quelque chose allait de travers. La voix était celle de Neruda, mais il lui manquait sa vitalité normale. Il était blessé. C'était la seule explication plausible. Evans hurla de toutes ses forces. « Nous serons là dans quelques minutes. Accrochez-vous. » Il se leva immédiatement et hurla à son équipe. « Je l'ai trouvé. Que chacun suive ma voix et vienne ici. » Il continua à hurler, « Je l'ai trouvé. » À quelques secondes d'intervalle. En quelques minutes l'équipe entière était assemblée mis à part Andrew. « Qu'est-ce qui est arrivé à Andrew ?» demanda Evans. « Il porte le petit monstre comme il l'appelle, dit Samantha. Il l'a proposé. » Elle ouvrit ses bras, les paumes vers le haut, comme si elle suppliait un petit miracle de se produire. « Je peux seulement imaginer combien de temps nous devrons attendre, dit Evans dégoûté. Nous n'avons pas le temps. Colin, vous et moi nous irons en avant et nous localiserons Neruda. Il s'est probablement piégé dans un tunnel étroit. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça, en plus la nuit. Les autres attendent Andrew ici. Nous serons de retour aussitôt que possible, j'espère avec Neruda. Je ne peux pas vous rejoindre. Demanda Emily. Nous n'avons pas besoin d'attendre Andrew tous les deux. Elle regarda vers Samantha et ensuite vers Evans. D'accord, mais soyez extrêmement prudente et restez juste derrière nous. Samantha, continuez à hurler souvent pour qu'Andrew ait une direction pour le guider. Bien, répondit-elle. Chacun a sa torche électrique, je pense, affirma Evans comme dans un commandement. J'ai une corde, la trousse de premier secours, un peu de nourriture et d'eau. Vous pensez à autre chose ? Emily et Colin se regardèrent et secouèrent la tête. Alors, allons-y. Les trois disparurent dans la fissure ouverte comme des voyageurs se déplaçant à travers une entrée dans un nouveau monde. Evans passa en premier, il eut les plus grandes difficultés à y parvenir à cause de sa taille physique. Il ne trouva le succès qu'après l'effacement de ses épaules et de sa tête comme un magicien essayant de sortir d'une camisole de force. De l'autre côté de l'ouverture il y avait une grande chambre, une caverne d'environ 20 mètres de diamètre, avec une ouverture dans l'obscurité, loin sur le côté de la chambre. Leurs torches électriques découpaient aisément l'obscurité intérieure, s'entrecroisant aléatoirement sur la pierre brune. « Neruda, où êtes-vous » cria Evans. « Je suis ici, vint une faible réponse. « Pouvez-vous nous indiquer le chemin » cria Emily. « C'est bon d'entendre vos voix. » répondit Neruda. « Je suis droit devant vous. Allez jusqu'à l'ouverture et continuez tout droit pendant encore 20 mètres ou à peu près. Vous allez arriver à une fourche dans le tunnel, prenez à droite. Mais avant de faire un autre pas, écoutez soigneusement. C'est la base domestique. Je n'en ai pas vraiment de preuves encore. Mais au fur et à mesure que vous allez vous enfoncer à l'intérieur, vous remarquerez que la conception devient de plus en plus sophistiquée. Et une partie de cette sophistication, c'est son système de sécurité. Allez encore » cria Evans. Il y a une forme de système de sécurité qui entoure ce système de tunnel. Je suis tombé dans un de ces pièges parce que je ne m'attendais pas à une telle sophistication, mais croyez-moi, l'endroit tout entier pourrait être rempli de pièges. Autrement dit, soyez extrêmement prudents. Y a-t-il des conseils ?
demanda Colin. Allez lentement et marchez dans mes traces avant que vous n'arriviez à un glyphe taillé dans le mur du tunnel, il est sur le côté droit du mur du tunnel. Je vais bien. Si ça vous prend 1 heure pour arriver jusqu'ici, c'est excellent, contentez-vous d'arriver sans problème. Étiez-vous pris au piège? Demanda Colin. Sans aucun doute. Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être que nous pouvons nous servir de votre expérience. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pu toucher une protection sensible à la pression, ou marcher sur un fil. Je ne suis pas sûr. Tout que je sais, c'est que c'est arrivé si rapidement que je n'ai pas pu réagir assez vite pour m'en sortir. Je suis tombé sur une certaine distance, mais rien de cassé. Bien, nous allons suivre votre conseil. Soyez patient, hurla Evans en retour. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de partir, répondit Neruda faiblement. Evans, Colin et Emily ressemblaient à des statues ancrées sur le sol. Leurs torches électriques parcouraient le sol fait de poussière, de saleté et de rochers, cherchant tous les signes de danger potentiel et les traces de Neruda. Le léger rayon de leurs torches électriques illuminait de temps en temps un crâne d'animal ou la carcasse squelettique d'un lapin entêté blotti contre le mur de la chambre comme des débris portés par le vent rassemblés contre une barrière. Je pense que le chemin est clair jusqu'à l'entrée du tunnel, fit remarquer Evans. Evans choisit soigneusement son chemin en direction de l'ouverture du tunnel qui s'ouvrait à l'extrémité lointaine de la chambre. Colin, puis Emily étaient tout près derrière, chacun faisant de son mieux pour suivre exactement les mêmes empreintes de pas qu'Evans laissait derrière lui. L'air devint notablement plus froid quand ils entrèrent dans le tunnel et ils pouvaient sentir que le chemin du tunnel était en légère pente. « Pouvez-vous voir encore nos lumières? Demanda Evans. « Non, mais vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Continuez juste à avancer en vous fiant à mes instructions. » Emily fut consolée par le fait que la voix de Neruda arrivait plus forte. Il semblait détendu et sans aucun danger pressant. Elle pouvait sentir son propre optimisme grandir à chaque pas. « J'essaie de trouver la trace de vos pas, hurla Evans. « C'est excellent, mais essayez d'éviter mon dernier pas, dit Neruda en riant, il est vraiment sensationnel. C'est vraiment la dernière fois que je voyage sans communicateurs locaux, dit Evans dans un souffle. Tout ce voyage a été organisé trop rapidement. Nous aurions dû attendre, se lamenta Emily. Evans projeta le rayon de sa torche électrique en bas dans l'étroit tunnel espérant apercevoir quelques signes de la présence de Neruda, mais le rayon se perdit dans l'obscurité, avant que quoi que ce soit de distinct ne puisse être identifié. Evans se retourna pour faire face à Colin et Emily. Si ce tunnel continue de descendre à la même pente, il va profondément vers le bas. On va avoir froid. Pouvez-vous voir encore nos lumières? Non. Mais éteignez vos torches et pendant un instant, suggéra Neruda. J'allumerai la mienne et on saura si vous pouvez voir quelque chose. La noirceur instantanée les engloutit dès que leurs torches électriques furent éteintes. Là, je pense que j'ai vu quelque chose à environ 15 mètres devant. Oui, j'ai vu une lumière, c'est sûr. Evans ralluma sa lumière. Les murs du tunnel étaient à peine à environ 3 mètres devant et ils avaient été façonnés par des outils. Pas très précis, mais c'était sans aucun doute une structure conçue. Bien, Jamison, nous avons vu votre lumière. Nous serons là aussi rapidement que nous pourrons. Votre voix semble venir d'en dessous de nous. Vous avez dit que vous étiez tombé. Sur quelle distance, le savez-vous? Je ne suis pas sûr. J'ai perdu connaissance pendant quelque temps, peut-être 10 minutes ou à peu près.
J'ai toujours un mal de tête résiduel qui confirme ma chute. Bien, ne vous en faites pas, nous serons bientôt là. Evans se tourna vers Emily et Colin. Restons très fermement groupés. Je tiendrai ma torche électrique dirigée sur le chemin devant nous. Colin, placez votre rayon sur le côté du tunnel et Emily, vous observez la gauche. Restez en alerte. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, dites-le immédiatement et ne bougez plus. Compris? Quoiqu'il ait tendance à être très désagréable, Colin et Emily étaient heureux qu'Evans les dirige. Il insufflait de la confiance par chacun de ses traits particuliers et par chacun de ses mouvements. Il semblait retirer de la joie de vivre dans ces circonstances où d'autres pouvaient seulement trouver de la crainte. Alors qu'il avançait pas à pas en descendant dans le couloir, la voix de Colin rompit le silence. « Stop !» Ils s'immobilisèrent dans leur position. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Evans. « C'est le glyphe que Neruda a mentionné plus tôt. » Tous les rayons des torches électriques convergèrent sur un hiéroglyphe complexe taillé sur le mur de rocher du tunnel. Le mur avait été soigneusement préparé et était relativement lisse pour recevoir les lignes détaillées et le modèle du glyphe. « Qu'avez-vous fait du glyphe sur le mur ?» demanda Evans à Neruda. « Je n'ai jamais vu rien de pareil auparavant, répondit-il. Sa voix était incontestablement plus proche, mais elle venait aussi de quelque distance en dessous de leur position. C'est en relation avec les glyphes de l'artefact, mais c'est différent à bien des égards. Gardez un œil sur mon dernier pas, ce n'est pas beaucoup plus loin que j'ai marché sur quelque chose. » La torche électrique d'Evans identifia l'empreinte de pas finale de Neruda environ 2 minutes plus tard. Une trace de dérapage qui virait sur la droite du tunnel, mais il n'y avait aucun signe d'une porte ni d'un chemin de sortie. Mettons toute notre lumière sur cette zone. Evans utilisa le rayon de sa torche électrique comme un viseur laser pour définir le secteur qu'il voulait qu'il éclaire collectivement. Bien, voyez-vous quelque chose qui ressemble à une fissure? Rien jusqu'ici, répondit Colin. Emily indiqua le sommet du tunnel où sa torche électrique était placée. Qu'est-ce que cela? Ça ressemble à un conduit de ventilation ou à une sorte de petite ouverture, dit Evans. Peut-être que c'est par là qu'on peut entendre Neruda. Jamison, dites quelque chose, suggéra Evans. Quelque chose? Davantage de votre habituel verve serait utile, dit Emily par espièglerie. Bien, mais je vous avertis que ma biographie est assez ennuyeuse avant l'âge de 5 ou 6 ans. Vous avez raison, c'est de là que vient sa voix, dit Colin avec agitation. Jamison, c'est Evans, nous avons trouvé un conduit de ventilation ou quelque chose comme ça dans le plafond du tunnel. C'est un petit trou, de peut-être 10 cm de diamètre. Nous avons aussi trouvé votre dernière empreinte de pas, mais il n'y a aucun signe de l'endroit où vous êtes tombé. Nous ne pouvons pas voir de veine ni de bord indiquant une porte ni aucune voie de sortie. Avez-vous des recommandations? Avez-vous une corde? Oui, d'environ 10 mètres de long, je suppose. Pouvez-vous faire passer la corde par l'ouverture? Ouais, je pense que oui, dit Evans. Essayez de faire passer la corde par l'ouverture, autant que vous pourrez. Avec un peu de chance, je la verrai. Dans quelle espèce de pièce êtes-vous? Demanda Emily. Elle a de grands plafonds, peut-être 10 à 12 mètres, ça fait environ 3 mètres de diamètre et le plafond est arqué comme un dôme. C'est certainement une construction complexe. Mais je ne peux pas voir d'ouvertures et tout comme vous, je ne peux pas trouver de veine. Je ne sais même pas exactement comment je suis entré ici. Evans était sur la pointe des pieds essayant de passer la corde dans l'ouverture.
Il ressemblait un peu à une ballerine géante et maladroite. L'ouverture dans le plafond était à environ un demi-mètre au-delà de sa portée et la corde était trop molle pour filer dans l'ouverture sans qu'Evans ne saute. C'est peut-être stupide de sauter par ici, mais c'est la seule façon pour que je puisse faire passer cette corde par là. Vous deux reculez. Si je tombe, Colin retourne chercher du secours. Emily, vous restez pour surveiller. Voici mon communicateur avec la base. Il le remit à Colin. Je pourrais vous soulever dans cette position, dit Colin. J'en doute. Je pèse trop lourd pour vous. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre deux d'entre nous. Emily approuva. Colin ressemblait à un bâton de marche. Pourquoi ne faites-vous pas monter Colin, suggéra Emily. C'est une plume pour vous. Je ne voudrais pas risquer de perdre deux d'entre nous, si ça peut être fait avec un seul. Laissez-moi essayer d'abord moi-même. Si j'échoue et que rien n'arrive, je soulèverai Colin. Récupérez au moins 5 mètres. Evans attendit qu'il recule sur leurs pas. Il sauta parfaitement jusqu'au trou comme un basketteur qui dunk la balle. La corde passa à travers sans problème. Et ensuite elle tomba. Evans descendit durement, mais sauf. 10 minutes plus tard ils avaient trouvé un rocher de taille convenable et l'avaient attaché à l'extrémité de la corde et Evans dunka à nouveau la corde dans le trou. Cette fois elle y resta. Voyez-vous quelque chose ? Cria Evans en commençant à faire passer la corde par l'ouverture. Oui, mais vous aurez besoin de beaucoup plus de cordes pour m'atteindre. A-t-il une chance que vous puissiez monter au mur et la saisir? Aucune. Si je pouvais vous obtenir une corde, seriez-vous capable d'aller au sommet de la chambre? Je pense que oui, mais ce que nous devrions faire ensuite n'est pas évident pour moi. La dernière fois que j'ai essayé, je n'ai pas pu passer par un trou de 10 cm. Nous pouvons élargir le trou, répondit Evans, un peu irrité. Mais pouvez-vous aller au sommet de la chambre? Ouais, il y a quelque chose comme un rebord qui fait le tour au sommet des murs avant qu'ils ne deviennent le plafond du dôme. Cela pourrait être utile. Evans se retourna pour faire face à Emily et à Colin. J'ai besoin que vous retourniez à l'entrée. Entrez en contact avec Jenkins et informez-le de notre situation. Je vais faire sortir Jamison et nous vous retrouverons à l'entrée dans 2 heures. Si nous ne sommes pas là dans 2 heures, demandez à Jenkins d'envoyer immédiatement un rapport de sécurité avec un équipement de recherche et de sauvetage. Comment allez-vous sortir Neruda seul? Demanda Colin d'une voix mystifiée. Avant que nous ne fassions quelque chose, dit Emily, puis-je suggérer que nous essayions de reproduire le dernier pas de Jamison pour voir si nous pourrions être capables de déclencher l'ouverture du passage sans tomber dans la chambre nous-mêmes. C'est trop dangereux, interjeta Evans. Il me semble que si c'est sensible à la pression, nous devrions être capables de toucher le même endroit et l'embrasure devrait s'ouvrir. Peut-être que nous pourrions la tenir ouverte. Je suis d'accord, ça vaut le coup d'essayer, dit Colin. Je ne vois pas comment vous pourriez avoir une chance de le faire sortir autrement. Neruda, avez-vous entendu ça? Demanda Evans. Oui. Votre avis? Ouais, Emily et Colin devraient faire comme vous avez suggéré. Le plus tôt sera le mieux. Evans chuchota. S'il vous plaît, partez maintenant. Et soyez prudents, reconstituez nos pas exactement tels que nous sommes venus. Nous serons dehors dans 2 heures. Allez. Son bras les mit en mouvement comme une vague sur l'océan. Emily et Colin s'éloignèrent abasourdis. Ils ne pouvaient pas comprendre les raisons de la confiance d'Evans. C'était même encore plus embarrassant que Neruda soit d'accord avec lui.
quelque chose d'étrange se passait. Mais ils accomplirent docilement leur partie du plan et rejoignirent Andrew et Samantha à l'entrée. Ils le firent dans un bon temps, seulement 17 minutes. La lumière leur fit mal aux yeux quand ils trébuchèrent en sortant par l'ouverture étroite dans les bras d'Andrew et de Samantha qui les attendaient et les aidèrent à passer plus facilement par la fente. « Putain, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» demanda Andrew. « Nous avons trouvé Neruda. Il va bien, a commencé Emily. Mais il est pris au piège dans une sorte de chambre et nous ne pouvons pas le sortir sans matériel. Evans est resté. Ils vont essayer et sortir tout seuls, mais s'ils ne sont pas dehors dans 1h30, on doit demander à Jenkins d'envoyer une équipe de sécurité. Nous devons alerter Jenkins maintenant, lui rappela Colin. Colin sortit le communicateur vers la base qu'Evans lui avait donnée et tira le bouton d'enregistrement. Il parla en haletant dans le microphone. Sujet trouvé. Recherche et sauvetage probable. Mise à jour dans 90 minutes. Préparez-vous s'il vous plaît pour l'expédition immédiate de recherche et sauvetage dans 90 minutes. Enverrons coordonnées exactes par le prochain communiqué. Confirmez s'il vous plaît. Colin fit repasser l'enregistrement et frappa ensuite le bouton envoi, satisfait de l'exactitude et de la brièveté de son message. Chacun savait que Jenkins et Evans détestaient les messages longs et détaillés. Il était un peu plus de 10 heures du matin et la chaleur du soleil du désert commençait à se faire connaître. Andrew avait installé un camp de fortune et tous s'étaient installés pour attendre les 90 minutes suivantes. Emily s'affairait à la tâche de faire du café sur la chaufferette électrique solaire. Colin parcourait les cartes pour déterminer les coordonnées exactes pour la mission de recherche et de sauvetage. C'est la base domestique, n'est-ce pas? Demanda Samantha à Emily. Neruda semble le penser. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Les tunnels sont artificiels. Il y a un glyphe sur le mur du tunnel semblable au glyphe de l'artefact. D'une façon ou d'une autre, Neruda s'est retrouvé dans l'équivalent d'une cellule de prison, mais nous n'avons pas pu trouver le chemin de la sortie ni une porte dans le tunnel. C'était comme s'il avait été littéralement dématérialisé et mis en prison. Pourquoi faire? Nous ne le savons pas. Il protège quelque chose, dit Samantha. Qu'est-ce qu'il protège? Demanda Andrew en s'approchant de Samantha. Je veux dire, si c'est encore plus artefact que notre petit monstre ici, qu'est-ce qui doit être protégé? Une technologie génétique, dit-elle à la fois comme une déclaration et comme une question. Comment savez-vous cela? Demanda Emily. J'ai eu une autre expérience avec l'artefact pendant une session de RV juste avant qu'Evans découvre l'ouverture dans le mur. J'ai vu des images. Comme une image de ce à quoi ces ETS ressemblent. Ouais. Comment ça, Andrew? Comment savez-vous que vous pouvez croire l'image que cette chose a mise dans votre tête? Il indiquait la valise d'aluminium qui contenait l'artefact. Ces mêmes ETS ont construit l'équivalent d'une sacrée souricière. Qui retient maintenant Neruda prisonnier? Ça n'engendre pas exactement la confiance dans mon petit cœur. Samantha commença à dire quelque chose et ensuite s'arrêta. Par Jésus, Andrew, dit Emily, pouvons-nous la laisser nous dire ce qu'elle a vu sans l'interrompre et sans vos putains d'opinions? Andrew donna un coup de pied à des roches détachées en dessous de lui et les observa se disperser. Ses lèvres dansaient silencieusement, prononçant des mots que personne ne pouvait entendre. Tout ce que je dis, dit Samantha lentement, c'est que les images que j'ai vues étaient de quelque chose, en tout différent, plus avancé peut-être que l'homme, peut-être de quelque chose d'autre.
Ca variait d'une présence pareille à l'homme à une forme géométrique comme un rectangle. Samantha s'arrêta pendant un instant comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Colin chercha sur ses cartes et écouta attentivement. Samantha recommença, « Je ne peux pas prétendre que je sais quoi ni qui ils sont, mais cette image est aussi claire pour moi que vous l'êtes et ce n'est pas l'image d'un paresseux ni d'une espèce guerrière. Ma sensation c'est qu'ils sont bienveillants, et même utiles à notre espèce. Ils ont emmagasiné quelque chose ici qui doit être découvert par nous, et cela a un rapport avec la génétique. Ça fait partie d'un plan magistral. Et ceci bien sûr inclut que Neruda soit baisé. Marmonna Andrew. Je ne sais pas pour Neruda, expliqua Samantha, mais je suis sûre de ce que je vous ai dit. Ils ont probablement conçu une variété de mécanismes protecteurs pour s'assurer que nous découvrions ce site et non pas quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose ici qu'ils veulent que nous ayons. Donc vous pensez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette montagne, un cadeau de ces ETS inconnus, avec notre nom dessus. Andrew ne pouvait pas se contenir. Il était un de ceux dans l'ACO qui n'avaient pas de respect pour les RVS ni pour le travail qu'ils faisaient, ni pour toute autre chose à dormir debout. Pour Andrew, les RVS étaient simplement des médiums glorifiés. Oui, répondit tranquillement Samantha. Colin, avez-vous déjà récupéré un message de la base? Demanda Emily. Ouais, nous avons confirmation. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 68 minutes et ça continue. Ainsi que sont-ils? Demanda Andrew. Des ETS amicaux qui sont venus sur la Terre il y a 1200 ans, jouer avec les Indiens et qui ont ensuite stocké quelque chose pour que nous le trouvions à l'intérieur d'une montagne. J'achète. C'est juste des sentiments que vous avez, n'est-ce pas, Samantha? Demanda Colin tranquillement, essayant d'atténuer le sarcasme d'Andrew. Vous n'avez en réalité rien sur Ripley, n'est-ce pas? Samantha changea de position sur un grand rocher et brossa ses cheveux en arrière de ses deux mains. Non. Quand je suis allée voir sur Ripley, les images n'avaient pas été enregistrées. D'une façon ou d'une autre, ils ont contourné la sensibilité de capture de Ripley. C'est probablement basé sur les images projetées par l'artefact et je n'étais pas même sur le mode RV. Mais ces images sont puissantes. Je veux dire réellement puissantes. Je ne peux pas exagérer cela. Bien, je suis toujours embarrassé, dit Andrew. Vous avez vu une image d'une forme géométrique, je crois que vous avez dit un rectangle, et en partant de cela vous estimez qu'il y a quelque chose d'enterré à l'intérieur de cette montagne, peut-être une forme de technologie génétique. Est-ce cela? J'ai vu plusieurs images. L'autre image était celle de la Terre flottant dans l'espace et il y avait un réseau qui l'entourait comme des filaments de lumière et à certaines intersections mutuelles, je pouvais voir un rougeoiement de pulsations. Combien? Demanda Emily. Peut-être 3, non, peut-être 5. Je ne suis pas sûre. Avez-vous remarqué où ils étaient placés? Demanda Colin. Le seul auquel j'ai prêté l'attention pour savoir à quoi il ressemblait c'était ici, au Nouveau-Mexique. Elle regarda les yeux mi-clos, puis les ferma ensuite complètement pendant quelques instants. J'avais une impression accablante que la technologie était stockée à cet endroit, a-t-elle ajouté. Elle a été laissée ici par cette race pour une raison très spécifique, mais je ne suis pas sûre de ce dont il s'agit. Sa voix s'estompa dans le silence. Chacun avait écouté si attentivement sa voix qu'il n'avait pas remarqué les supplications assourdies de Neruda demandant du café, juste à l'intérieur du mur du canyon. « Mon Dieu, vous l'avez fait !» cria Emily quand elle vit Neruda passer à travers l'ouverture de la crevasse dans la lumière.
L'angle du soleil avait nettoyé le mur qui brillait maintenant, dans toute sa gloire, directement sur Neruda. Aveuglé par la lumière soudaine, il s'accroupit sur le sol et se protégea les yeux. La chaleur se sent fort, mais je regrette que quelqu'un ne puisse pas diminuer cette foutue lumière. Les yeux de Neruda étaient de minces fentes cherchant un visage familier. Il trouva Émilie d'abord. Je suppose que vous n'avez pas de café prêt. J'ai un mal de tête qui me la fend. Émilie riait dans un mélange de soulagement, de joie et de grande surprise.